Ma fille se tenait à mes côtés, lorsque la femme qui lui a donné naissance a pointé un doigt de l'autre côté de la table de conférence et a déclaré « Elle n'est pas ta vraie mère. C'est juste une femme seule qui a perdu 10 ans de sa vie à élever l'enfant d'un autre. » 10 ans plus tôt, cette même femme avait laissé une fillette de 6 ans en larmes sur les marches d'un palais de justice, avec un unique sac à dos bleu, en disant « On lui trouvera une autre famille. » Aujourd'hui, une entreprise voulait acheter l'application de ma fille pour 32 millions d'euros, et ses deux parents biologiques étaient revenus pour réclamer leur part. Ils avaient des documents, des avocats, et une histoire conçue pour effacer tout ce que j'avais fait. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'enfant qu'ils avaient abandonné avait enfin décidé de parler. Avant de vous ramener à cet après-midi qui a changé nos vies à toutes les deux, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Restez avec moi pour découvrir ce qui s'est passé, et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si vous croyez que la famille se définit par ceux qui restent quand tous les autres s'en vont. Tout a commencé par un après-midi froid de fin novembre 2016, devant un tribunal des affaires familiales dans une banlieue de Columbus, en Ohio. Ma demi-sœur, Melissa, m'avait demandé d'assister à l'audience finale de son divorce, car, disait-elle, elle avait besoin de quelqu'un de son côté. Melissa et moi avions vécu sous le même toit depuis mes 14 ans, quand mon père avait épousé sa mère. Nous n'avions jamais partagé le même sang, mais pendant des années, je l'avais défendu comme si c'était le cas. Cet après-midi-là, j'avais 36 ans et j'étais encore habitué à réparer les dégâts que Melissa laissait derrière elle. L'audience avait duré près de 3 heures. Melissa et son mari, Grant, se sont disputés pour la maison, 2 véhicules, un compte de retraite, et même les meubles de la salle à manger. À un moment donné, ils ont passé près de 20 minutes à se quereller pour un bateau qu'aucun d'eux n'avait utilisé depuis 2 ans. Leur fille de 6 ans n'a été mentionnée que lorsque le juge a posé des questions sur la garde. Aucun des deux n'a donné de réponse directe. Quand les portes de la salle d'audience se sont finalement ouvertes, Melissa est sortie la première, serrant un dossier contre sa poitrine. Grant a suivi avec son avocat. Tous deux semblaient en colère, mais aucun n'avait le cœur brisé. Avery était assise sur un banc en bois dans le couloir, ses pieds ne touchant pas le sol. Un sac à dos bleu reposait entre ses chaussures, si plein que sa fermeture éclair était tendue à la limite. Elle tenait les 2 bretelles dans son poing et observait chaque adulte qui passait, comme si elle attendait que quelqu'un lui dise où elle devait aller. Je me suis assise à côté d'elle. « Ça va, ma chérie ?» Elle a hoché la tête trop vite. Maman a dit qu'on avait presque fini. J'ai regardé vers Melissa, qui se tenait près de l'entrée du palais de justice avec Richard, l'homme qu'elle prévoyait d'épouser. Il portait un manteau de laine coûteux et n'arrêtait pas de jeter un œil à sa montre. La nouvelle femme de Grant, Céleste, attendait à plusieurs mètres de là, les bras croisés. Les 2 couples s'étaient positionnés de part et d'autre du hall, mais les expressions sur les visages de Richard et Céleste étaient presque identiques, aucun ne voulait voir Avery s'approcher d'eux. Melissa m'a fait signe de venir plus près. « Peux-tu la garder ce soir ?» a-t-elle murmuré. « Ce soir, Richard et moi devons parler. » Les choses se sont compliquées là-dedans. J'ai regardé Avery. « Et où est-elle censée aller après ce soir ?» Melissa s'est frotté la tempe. « Je ne sais pas encore. » Grant nous a entendus et s'est approché. « Ne comptez pas sur moi. Ma nouvelle femme ne la prendra pas. » La bouche de Céleste s'est crispée, mais elle n'a pas nié. Je l'ai fusillée du regard. « C'est ta fille. »« Je sais qui elle est, » a-t-il lancé, mais Céleste et moi avons convenu de repartir à zéro. Il n'y a même pas de chambre prête pour elle. Melissa a eu un rire amer. Comme si Richard avait une chambre qui l'attendait. Richard a finalement levé les yeux de son téléphone. On en a discuté, Melissa. Ton divorce était censé régler la question de la garde avant le mariage. Elle a 6 ans, ai-je dit. Ce n'est pas une question à régler. Richard a détourné le regard. Melissa a baissé la voix, mais Avery était assez proche pour entendre chaque mot. Mon mari non plus ne la prendra pas, a-t-elle dit. On lui trouvera une autre famille. Un instant, j'ai cru que la phrase était sortie plus méchamment qu'elle ne le voulait. Les gens disent parfois des choses cruelles quand ils sont en colère. Je m'attendais à ce que Melissa regarde sa fille, le regrette, et retire ses paroles. Au lieu de cela, elle a enfilé ses gants. Grant a ajusté son manteau et s'est dirigé vers les portes. « Où vas-tu » ai-je demandé. « À ma voiture. » Et Avery. Il a jeté un coup d'œil à la petite fille sur le banc, comme s'il venait de se souvenir qu'elle était là.
Mélissa t'a demandé de la prendre pour une nuit. C'est entre vous et Mélissa. Il a poussé les portes du palais de justice. Céleste l'a suivi sans un regard en arrière. Mélissa s'est tournée vers Richard. Je l'ai saisi par le bras. Vous ne pouvez pas partir tous les deux. Elle s'est dégagée. J'ai dit que c'était temporaire. Temporaire comment? Quelques jours? Où serez-vous? Chez Richard. Alors emmène Avery avec toi. La mâchoire de Richard s'est crispée. Mélissa a regardé de lui à moi, et je l'ai vu faire un choix sans le dire à voix haute. Avery s'est levé du banc alors que sa mère se dirigeait vers la sortie. Maman. Mélissa a continué d'avancer. Avery a soulevé le sac à dos sur une épaule et s'est dépêché de la suivre. Le poids la déséquilibrait, mais elle a réussi à faire 3 ou 4 pas avant que les portes vitrées ne se referment entre elles. Elle s'est arrêtée. À travers la vitre, Mélissa traversait l'allée en pierre aux côtés de Richard. Elle ne s'est pas retournée. La voiture de Grant a fait marche arrière la première, celle de Mélissa a suivi quelques secondes plus tard. Avery est restée si immobile que les gens ont dû la contourner. Les feux arrière rouges ont disparu au-delà du parking. Elle a continué de regarder, croyant peut-être que les voitures feraient le tour du bâtiment pour revenir. L'air froid s'engouffrait par les portes chaque fois que quelqu'un entrait. Les joues d'Avery sont devenues roses, et la sangle du sac à dos s'est enfoncée dans son épaule jusqu'à laisser une marque rouge au-dessus de son col. Je me suis accroupi à côté d'elle. Laisse-moi porter ça. Elle a secoué la tête. C'est maman qui l'a fait. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué à quel point le sac avait été préparé avec soin. Une étiquette à bagages avec le nom et la date de naissance d'Avery pendait à la poignée. Un petit flacon de médicaments se trouvait dans la poche latérale. Ce n'était pas un cartable préparé pour un après-midi au tribunal. J'ai enlevé mon manteau et je l'ai enroulé autour de ses épaules. Est-ce qu'elle va revenir? A demandé Avery. J'ai regardé à travers les portes, vers la place de parking vide où se trouvait la voiture de Mélissa. Elle a dit quelques jours. Avery a absorbé cette réponse avec la concentration solennelle d'un enfant qui essaie de transformer l'incertitude d'un adulte en promesse. J'ai porté le sac à dos jusqu'à ma voiture pendant qu'elle marchait à mes côtés. Les marches de pierre étaient humides et froides sous nos chaussures. Toutes les quelques secondes, Avery regardait par-dessus son épaule. Personne n'est venu nous chercher. Dans la voiture, j'ai allumé le chauffage et j'ai tenu mes mains près des bouches d'aération. Avery s'est assise sur le siège passager, car ma banquette arrière était remplie de cartons de livres donnés à la bibliothèque. Elle gardait les gants de Mélissa sur ses genoux, lissant chaque doigt comme s'ils étaient fragiles. Est-ce que je reste jusqu'à ce que maman se souvienne de moi? A-t-elle demandé. Ma gorge s'est nouée. Je voulais lui dire que les mères n'oublient pas leurs enfants. Je voulais promettre que Mélissa arriverait avant l'heure du coucher, honteuse et pleine d'excuses. Mais Avery avait déjà reçu assez de promesses de la part d'adultes pour qui il était plus facile de parler que de rester. Je ne sais pas combien de temps tu seras avec moi, ai-je dit, mais tu n'attendras pas seule. Elle m'a regardé pendant plusieurs secondes, puis a hoché la tête et s'est tournée vers la fenêtre. Chez moi, j'ai préparé des sandwichs au fromage grillé et de la soupe à la tomate. Avery a mangé la moitié d'un sandwich, a demandé si sa mère connaissait mon adresse, et s'est endormie sur mon canapé avant que je puisse répondre. Je l'ai couverte d'une couverture, puis j'ai emporté le sac à dos bleu dans la cuisine. À l'intérieur, il y avait 7 paires de sous-vêtements, 7 paires de chaussettes, un pyjama, 2 pulls, un jean et une robe soigneusement pliée. Sous les vêtements se trouvaient ses médicaments, son carnet de vaccination, une copie de son acte de naissance et une liste de numéros de téléphone d'urgence. Tout ce dont un enfant pourrait avoir besoin pour une semaine avait été emballé, tout sauf une explication. J'ai fouillé les plus petits compartiments, espérant trouver un mot de Mélissa. Dans la poche la plus profonde, mes doigts ont touché une feuille de papier pliée. L'entête disait « Placement familial temporaire ». Joan Keller accepte de prendre soin d'Avery jusqu'à nouvel ordre. Les noms de Mélissa et Grant avaient déjà été tapés sous le paragraphe. En dessous, il y avait une ligne vierge intitulée « Signature du tuteur temporaire ». Je suis resté debout au comptoir de ma cuisine, écoutant la respiration d'Avery dans la pièce voisine. Mélissa ne m'avait pas demandé de garder sa fille quelques jours parce que l'audience était devenue compliquée. Grant n'avait pas été pris au dépourvu par le refus de sa nouvelle femme. Les vêtements, les dossiers médicaux et l'accord non signé racontaient une autre histoire.
Ils ne s'étaient pas simplement éloignés d'Avri. Ils attendaient que je signe mon nom et que je prenne la responsabilité de l'enfant dont aucun d'eux ne voulait. Je n'ai pas signé le papier que Mélissa avait caché dans le sac à dos d'Avri. Le lendemain matin, avant qu'Avri ne se réveille, je l'ai placé dans un dossier avec son acte de naissance, ses dossiers médicaux et la liste des numéros d'urgence. Ensuite, j'ai appelé les services de protection de l'enfance du comté et j'ai expliqué qu'une fillette de 6 ans m'avait été laissée après que ses parents soient partis du palais de justice. La femme au téléphone m'a interrompu 2 fois pour s'assurer qu'elle comprenait. Les 2 parents sont partis? Oui. Et aucun ne vous a donné la garde légale? Ils ont laissé un formulaire de placement temporaire non signé. Ne signez rien avant qu'un travailleur social n'examine le dossier. Avri est apparue dans l'embrasure de la cuisine alors que j'étais encore au téléphone. Elle portait les mêmes vêtements que la veille et avait remis ses chaussures, bien que je me souvienne les lui avoir enlevées avant de la porter au lit. On va quelque part, a-t-elle demandé. J'ai couvert le combiné. Pas encore. Elle a hoché la tête, mais n'a pas enlevé ses chaussures. À midi, une assistante sociale nommée Denise Porter était assise à ma table de cuisine. Elle a parlé doucement à Avri, lui a demandé où étaient ses parents et a photographié le contenu du sac à dos bleu. Lorsqu'elle a atteint l'accord de placement non signé, son expression a changé. Ont-ils discuté de ce formulaire avec vous avant l'audience? Non. Je l'ai trouvé après qu'Avri se soit endormi. Denise a demandé s'il pouvait y avoir des images de sécurité du palais de justice. Je n'avais pas pensé aux caméras au-dessus de l'entrée ou face au parking. Elle a expliqué que les enregistrements étaient souvent effacés après une courte période, à moins que quelqu'un ne demande leur conservation. Avant de partir, elle a contacté le palais de justice et a entamé la procédure pour sauvegarder les images dans le cadre du dossier de tutelle. J'ai su que la vidéo existait après cela, mais je n'ai jamais demandé à voir l'enregistrement complet. Je m'en souvenais déjà assez, Avri appelant sa mère, Grant marchant vers sa voiture, et 2 paires de feux arrière disparaissant pendant qu'un enfant attendait leur retour. L'arrangement d'urgence ne résolvait que le premier problème. Il permettait à Avri de rester avec moi pendant que le comté tentait de contacter Mélissa et Grant, mais il ne faisait pas de moi son parent. L'école voulait une preuve écrite que je pouvais venir la chercher, autoriser les sorties scolaires et parler à ses professeurs. Le pédiatre pouvait traiter une fièvre, mais le cabinet a hésité quand j'ai essayé de mettre à jour ses dossiers. Chaque formulaire avait une case pour « mère »,« père » ou « tuteur légal ». Je n'étais rien de tout cela. Mélissa a finalement répondu à l'appel de Denise 3 jours plus tard. Elle a dit qu'elle et Richard réglaient des problèmes de logement. Grant a affirmé que lui et Céleste avaient besoin de temps pour préparer leur maison. Aucun n'a proposé de date. Ils m'ont envoyé par courriel une autorisation limitée me permettant de prendre des décisions scolaires et médicales ordinaires pendant 30 jours. Cela semblait assez officiel pour maintenir Avri inscrite, mais chaque phrase me rappelait que les personnes qui ne faisaient rien détenaient toujours le pouvoir de décider de ce que j'étais autorisé à faire. Avri ne demandait pas quand elle partait pendant la journée. Elle le demandait la nuit. La première semaine, je l'ai trouvée endormie sur les couvertures, ses chaussures encore lacées. La deuxième semaine, elle a caché la moitié d'un sandwich dans la poche avant de son sac à dos. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a fixé le sol. Au cas où on devrait partir avant le petit déjeuner. Je me suis assise à côté d'elle sur le lit. On ne t'emmènera nulle part sans te le dire. Maman ne me l'a pas dit la dernière fois. Il n'y avait aucune réponse qui puisse rendre cette phrase moins terrible. J'ai déplacé mes vêtements dans la petite chambre d'amis et j'ai donné ma chambre à Avri, car elle était la plus proche de la salle de bain et avait une fenêtre donnant sur l'allée. Je pensais que voir ma voiture dehors chaque matin pourrait l'aider. Le premier mois, elle vérifiait avant de sortir du lit. Ma supérieure à la bibliothèque a réduit mon horaire après que j'ai expliqué la situation. Elle a essayé de protéger autant d'heures que possible, mais j'ai quand même perdu des revenus. La voiture que j'avais prévu d'échanger a commencé à faire un bruit de grincement chaque fois que je tournais à gauche. Je l'ai vendue avant qu'elle n'ait besoin d'une autre réparation et j'ai acheté une berline de 10 ans au frère d'un collègue. Avri s'est excusé en voyant les sièges délavés. Pourquoi? Tu avais une plus belle voiture avant moi. Je me suis accroupi près de la portière ouverte. Les voitures ne sont pas plus importantes que les gens. Elle n'avait pas l'air convaincue, comme si elle avait déjà appris que les adultes disaient souvent une chose et en choisissaient une autre. J'ai commencé à le prouver par de plus petites choses. J'ai regardé des vidéos en ligne pour apprendre à lui faire l'arrêt dans les cheveux sans tirer.
Ma première tentative a laissé une tresse plus haute que l'autre. Avery s'est examinée dans le miroir, a touché les deux côtés et a dit « Elles ne sont pas pareilles ». J'ai remarqué qu'elle essayait de ne pas sourire. Peut-être la prochaine fois. J'ai mis un calendrier sur le réfrigérateur, montrant qu'il la récupérerait à l'école chaque jour. Comme il n'y avait généralement qu'un seul nom, le mien, j'ai fait des cartes de couleur à la place. Le vert signifiait que je venais. Le bleu, que ma voisine, Madame Henly, venait. Le jaune, que l'école devait m'appeler avant de laisser Avery partir avec qui que ce soit d'autre. Nous avons écrit les noms des adultes autorisés sous l'entête, personne sûre. Avery a insisté pour scotcher une carte à l'intérieur de son sac à dos. Le système a fonctionné jusqu'à ce qu'un camion de livraison bloque le parking de la bibliothèque et me mette en retard de 7 minutes. Quand je suis arrivé au bureau de l'école, Avery se tenait contre le mur, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle n'a pas bougé quand elle m'a vu. « Je pensais que tu avais changé d'avis », a-t-elle murmuré. J'ai signé sa sortie, la main tremblante. Sur quoi? Me garder. Je me suis agenouillé devant elle, tandis que la secrétaire faisait semblant de ne pas écouter. Être en retard, ce n'est pas la même chose que partir. Ça avait le même goût. Après cela, j'ai commencé à appeler l'école chaque fois que je risquais d'avoir ne serait-ce que quelques minutes de retard. Je me suis aussi assuré qu'Avery connaisse la différence entre un retard et un abandon, bien qu'il ait fallu des années avant que son corps ne croie ce que son esprit comprenait. Mélissa envoyait des SMS occasionnels. Comment va-t-elle? Dis-lui que je l'aime. Les choses sont encore compliquées. Les messages de Grant étaient plus courts. Dans une semaine. On appellera bientôt. Il le faisait rarement. 2 mois après le tribunal, Mélissa a viré 25 € sur mon compte bancaire. La note jointe disait, pour la pension alimentaire et l'implication parentale continue. J'ai fixé le montant, me demandant quelle partie de la vie d'Avery il était censé couvrir. Son manteau d'hiver avait coûté plus cher, tout comme un rendez-vous avec le thérapeute que Denise avait recommandé. J'ai envoyé à Mélissa une liste des dépenses récentes d'Avery. Elle n'a pas répondu. Plusieurs mois plus tard, Grant a envoyé 50 € avec une formulation presque identique, pour le soutien et l'implication parentale continue. La formulation m'a irrité plus que le montant. On aurait dit qu'envoyer quelques euros leur permettait de se décrire comme présent. À l'époque, je pensais que c'était seulement de l'égoïsme déguisé en langage formel. Je ne comprenais pas encore pourquoi la formulation importait. L'hiver est devenu le printemps, et Avery a cessé de transporter son sac à dos de pièce en pièce. Elle le gardait toujours emballé sous le lit. Quand elle a eu la grippe, je suis resté à ses côtés pendant 2 nuits de fièvre. Vers l'aube du 2e matin, elle a ouvert les yeux et a tendu la main vers moi. « Maman, je peux avoir de l'eau. » Le mot a atterri entre nous. Le visage d'Avery a changé dès qu'elle s'est entendue le dire. Je voulais dire, Joe. Je lui ai tendu le verre. Joe, ça va. Elle a bu sans me regarder. Je voulais lui dire qu'elle pouvait m'appeler comme elle le voulait, du moment que cela la mettait en sécurité. Je voulais serrer ce mot accidentel contre mon cœur. Au lieu de cela, j'ai bordé la couverture autour d'elle et je suis resté jusqu'à ce qu'elle se rendorme. M'appeler maman devait être son choix, pas un autre rôle qu'un adulte lui imposait. Quand l'autorisation temporaire a touché à sa fin, j'ai demandé la tutelle légale à long terme. Mélissa et Grant s'y sont tous deux opposés par écrit, affirmant qu'ils avaient l'intention de reprendre leur rôle de parents une fois leur maison stable. Aucun n'a soumis de plan réalisable, aucun n'a assisté aux réunions scolaires d'Avery, aucun n'est venu quand elle avait la grippe. Ils apparaissaient lorsque les papiers exigeaient une réponse, puis disparaissaient lorsqu'Avery exigeait des soins. Le tribunal m'a accordé la tutelle légale, me donnant l'autorité de gérer sa scolarité, ses traitements médicaux et sa vie quotidienne. Cela ne me permettait pas de l'adopter. Mélissa et Grant avaient clairement indiqué que, bien qu'ils ne ramèneraient pas Avery à la maison, ils n'étaient pas prêts à renoncer au titre de « parent ». Je suis devenu responsable de tout, tout en sachant que 2 personnes qui appelaient rarement pouvaient me forcer à retourner au tribunal quand bon leur semblait. Une année entière s'est écoulée. À l'anniversaire de l'audience de divorce, Avery s'est assise à côté de la fenêtre du salon, regardant les voitures se déplacer sous la pluie du début de soirée. Elle avait 7 ans maintenant, ses jambes avaient suffisamment grandi pour que ses pieds touchent presque le sol. « S'il devait revenir, demanda-t-elle doucement, ne saurait-il pas où nous habitons ? Je me tenais dans la salle à manger,
3 assiettes dans les mains. Pendant 12 mois, j'avais évité de dire quoi que ce soit qui puisse paraître permanent. J'avais eu peur de promettre ce qu'un tribunal pouvait encore m'enlever. Mais Avery avait passé assez de temps à vivre comme si chaque repas pouvait être son dernier dans ma maison. J'ai posé 2 assiettes sur la table, puis j'ai tiré une autre chaise du mur et j'ai placé la 3e assiette devant. C'est ta maison, aussi longtemps que tu en auras besoin. Elle a regardé la chaise, puis moi. Cette nuit-là, pour la première fois, elle a laissé le sac à dos bleu sous son lit et est venue dîner sans vérifier s'il était toujours emballé. Le lendemain après-midi, une lettre recommandée est arrivée. Melissa et Grant avaient déposé conjointement une objection à ma demande de tutelle permanente. Même s'ils ne s'étaient pas parlé depuis des mois, ils refusaient toujours d'élever Avery, mais ils étaient déterminés à m'empêcher de devenir la mère qui, elle, le pouvait. L'objection commune de Melissa et Grant n'a ramené aucun d'eux dans la vie d'Avery. Elle n'a fait qu'amener des avocats, des audiences et une autre pile de papier dans la mienne. Ils continuaient d'insister sur leur intention de reprendre un jour leur rôle de parents, mais aucun n'offrait à Avery une chambre, un projet scolaire, ou même une visite de week-end fiable. Leur résistance n'avait rien à voir avec le désir de la ramener à la maison, ils ne voulaient simplement pas que quelqu'un d'autre possède la certitude légale qu'ils refusaient de lui fournir. Pendant plusieurs années, la tutelle légale a été la plus grande stabilité que je pouvais lui assurer. Elle me permettait de signer les formulaires scolaires, d'approuver les traitements et de prendre les décisions quotidiennes, mais chaque enveloppe recommandée me nouait encore l'estomac. J'ai appris à ouvrir le courrier loin d'Avery, pour qu'elle ne voie pas mes mains trembler. À l'âge de 8 ans, les cartes de couleur pour le ramassage scolaire faisaient partie de notre routine. Vert signifiait que je venais, bleu pour Madame en lit, et jaune, que l'école devait m'appeler avant de la confier à qui que ce soit d'autre. Avery gardait une copie dans son sac à dos, même après ne plus avoir besoin de la regarder chaque matin. Les cartes pouvaient lui dire qui venait, elle ne pouvait pas complètement faire taire la partie d'elle qui s'attendait à ce que chaque personne sur disparaisse. À 10 ans, Avery a vu une photo de Melissa en ligne. Elle se tenait à côté de Richard, devant une grande maison de banlieue, souriant, une main sur l'épaule d'un petit garçon et l'autre autour d'une petite fille. Avery a apporté mon ordinateur portable dans la cuisine et l'a posé devant moi. Ce sont ses enfants. J'ai essuyé mes mains sur un torchon. Ce sont les plus jeunes enfants de ta mère. Elle a des chambres pour eux. Ce n'était pas une question. Je me suis assise à côté d'elle. Oui. Alors pourquoi n'en avait-elle pas une pour moi? Il y avait de nombreuses réponses que j'aurais pu donner, et la plupart auraient fait paraître Melissa exactement aussi cruelle qu'elle l'avait été. J'aurais pu dire à Avery que sa mère avait choisi un homme qui la traitait comme un bagage indésirable. J'aurais pu dire que Grant avait fait la même chose avec Céleste. Au lieu de cela, j'ai fermé l'ordinateur portable. Tes parents ont fait un mauvais choix, ai-je dit. Ce n'était jamais parce que tu ne valais pas la peine qu'on te fasse une place. Avery a fixé l'écran sombre. On n'oublie pas accidentellement un enfant entier. Non, ai-je admis. On ne l'oublie pas, elle n'a pas pleuré. Cela m'a inquiété plus que si elle l'avait fait. Cette nuit-là, elle a déplacé le sac à dos bleu dessous son lit au fond de son placard. Je l'ai trouvé là en rangeant du linge. Le tissu était délavé, et une fermeture éclair commençait à rouiller. Je l'ai poussé derrière une boîte de vêtements d'hiver, pensant que le cachet pourrait rendre le souvenir plus petit. Je me trompais. Certains objets ne perdent pas leur poids simplement parce que personne ne peut les voir. Les années ont changé ma vie de manière plus discrète. J'ai cessé d'accepter les invitations qui m'obligeaient à prétendre qu'Avery était temporaire. Je suis sorti avec un homme nommé Scott pendant près de 6 mois, jusqu'à ce qu'il suggère que Melissa devrait la reprendre avant que l'arrangement ne devienne permanent. J'ai mis fin au dîner, j'ai payé ma part de l'addition et je ne l'ai plus jamais revu. 2 ans plus tard, un homme nommé Kevin a semblé plus compréhensif. Il a assisté à un concert de l'école et a aidé à repeindre le porche. Puis, lorsque notre relation est devenue sérieuse, il a dit qu'un internat pourrait donner à Avery une structure et nous permettre de construire une vie qui serait enfin la nôtre. Je l'ai regardé de l'autre côté de ma table de cuisine et j'ai réalisé qu'il croyait que ma vie avec Avery était une salle d'attente. C'est la vie que j'ai construite, lui ai-je dit. Tu y as été invité. On ne t'a jamais demandé de l'en retirer. Il est parti avant le dessert. Les proches traitaient chaque rupture comme la preuve que j'avais fait un choix malheureux. Lors d'une réunion de famille, une tante a soupiré, « Tu es encore assez jeune pour avoir ta propre vie. Tu ne peux pas passer l'éternité à élever l'enfant d'un autre. »
Avri était dans le couloir, derrière elle. Je l'ai vue avant ma tante. Ses épaules s'étaient rentrées, comme si elle essayait d'occuper moins d'espace. Ce n'est pas l'enfant d'un autre, ai-je dit. C'est l'enfant dans ma maison, à ma table, et dans chaque décision que je prends. Quiconque ne peut pas le comprendre n'a pas sa place dans notre vie. Avri n'a rien dit sur le chemin du retour, mais ce soir-là, elle a laissé un mot plié à côté de ma tasse de café. Il disait « Merci de ne pas m'avoir renvoyé ». J'ai gardé ce mot dans mon portefeuille pendant des années. Quand mon avocate m'a finalement dit que nous pouvions demander l'adoption, je ne l'ai pas dit à Avri immédiatement. J'avais peur de lui donner de l'espoir avant que le tribunal ne se soit prononcé. Mélissa et Grant ont de nouveau soumis des objections formelles. Ils se sont manifestés par des papiers plutôt que par leur présence. Lors de l'audience, leurs avocats ont souligné les petits virements qu'ils avaient effectués au fil des ans, 25 € par-ci, 50 € par-là. Le juge a demandé des preuves de contact significatifs, de soutien régulier, d'implication médicale, de participation scolaire ou de plans concrets pour s'occuper d'Avri. Il n'y avait presque rien. Les paiements n'avaient pas suivi une ordonnance de pension alimentaire, ils avaient été sporadiques, automatisés et déconnectés de tous les besoins réels qu'Avri avait jamais eus. Mélissa ne pouvait pas nommer son professeur. Grant ne connaissait pas le médicament mentionné dans le sac à dos qu'il avait aidé à faire. Après une notification en bonne et due forme, des témoignages et l'examen du dossier, le tribunal a jugé que leur consentement n'était plus requis. Quand le juge a approuvé l'adoption, Avri était assise à côté de moi, dans une robe bleu marine. Elle me tenait la main si fort que les os de mes doigts me faisaient mal. À l'extérieur de la salle d'audience, elle a étudié le nouveau document pendant plusieurs minutes. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas me reprendre s'ils changent soudainement d'avis? Ça veut dire que je suis légalement ta mère. Tu l'étais déjà. Je me suis détourné, car je ne voulais pas qu'elle voie à quelle vitesse mes yeux se remplissaient. Être sa mère sur le papier n'effaçait pas les années où j'avais craint de la perdre. Cela n'effaçait pas non plus l'étrange douleur que je ressentais chaque fois que quelqu'un utilisait l'expression « vraie mère ». Je savais ce que disait la loi. Je savais ce qu'Avri avait dit. Une partie de moi se demandait encore si le sang pourrait un jour appeler plus fort que la mémoire. À 12 ans, Avri a commencé à passer ses mercredis soirs au club de sciences et technologies, qui se tenait dans la salle communautaire de la bibliothèque. Elle n'était pas l'élève la plus bruyante ni la codeuse la plus rapide, mais elle remarquait des problèmes que les autres enfants acceptaient comme normaux. Un soir, je l'ai trouvée en train d'étaler nos vieilles cartes de ramassage sur une table. Des rectangles verts, bleus et jaunes couvraient la surface, à côté d'un ordinateur portable emprunté. Daniel Mercé, l'un des mentors bénévoles, se tenait en face d'elle. Il possédait un magasin de réparation d'électronique en ville et avait l'habitude patiente d'attendre qu'un enfant ait fini de penser avant de parler. Avri a pointé les cartes. Les écoles ont des formulaires séparés pour le ramassage, les médicaments et les contacts d'urgence. Les familles d'accueil et les proches doivent en transporter des copies partout. Et si tout était connecté, mais que l'enfant pouvait toujours voir qui était en sécurité? Daniel ne l'a pas félicité trop vite ni ne s'est approprié l'idée. Il a tiré une chaise. Montre-moi comment l'enfant l'utiliserait. Avri a dessiné un écran simple avec des cercles pour les adultes autorisés, des informations sur les médicaments et un bouton pour quand personne n'arrivait. En haut, elle a écrit « Personne sûre ». Daniel a tapé sur le mot mal orthographié avec son crayon. C'est un nouveau genre de super-héros? Avri a grogné et l'a barré. J'écrivais vite. Le vite de qualité. Ça veut dire que l'idée est arrivée avant l'orthographe. Au cours des mois suivants, les cartes en papier sont devenues des maquettes, puis un prototype rudimentaire. Daniel l'a aidé à comprendre ce qu'elle pouvait construire et où elle avait besoin des compétences d'autres personnes, mais il n'a jamais décrit le projet comme le sien. Il demandait toujours ce qu'Avri voulait que l'écran suivant fasse. Elle l'a appelé « One Bag », un sac. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a regardé vers le couloir menant à mon bureau. Parce que quand j'avais 6 ans, tout ce que les adultes pensaient que j'avais besoin tenait dans un seul sac. J'ai immédiatement su de quel sac elle parlait. Cette nuit-là, après la fermeture de la bibliothèque, je suis passé devant la salle communautaire et j'ai entendu Avri parler à Daniel. Elle ne savait pas que j'étais derrière la porte. Peu importe si ça devient une grande entreprise, disait-elle. Je veux juste qu'aucun enfant ne se demande si quelqu'un va venir. J'ai posé ma main contre le mur. Pendant des années,
J'avais essayé de la protéger en cachant le sac à dos bleu et en adoucissant la vérité sur les personnes qui l'avaient fait. Avery avait trouvé un autre moyen de survivre. Elle transformait la pire question de son enfance en une réponse pour quelqu'un d'autre. 2 ans plus tard, le premier pilote fonctionnel de OneBag a été connecté à un petit programme périscolaire. Avery se tenait à mes côtés pendant que nous testions l'alerte de ramassage sur mon téléphone. L'écran s'est allumé, votre personne serait en route. Avery a lu le message 2 fois, puis elle m'a regardé, son expression soudainement plus jeune que ses 14 ans. C'est ça que j'avais besoin que quelqu'un me dise. 4 ans plus tard, un courriel est arrivé, offrant 32 millions d'euros pour acheter l'entreprise née de cette phrase. À l'âge de 16 ans, OneBag n'était plus un projet géré depuis un ordinateur portable emprunté à la bibliothèque. Plusieurs écoles le testaient, ainsi que des organisations qui aidaient les grands-parents, les tantes et d'autres proches à s'occuper d'enfants dont les parents ne le pouvaient pas. L'écran ressemblait toujours aux cartes colorées qu'Avery gardait autrefois dans son sac à dos, mais le système connectait désormais les autorisations de ramassage, les dossiers médicaux, les contacts d'urgence et les noms des adultes en qui un enfant pouvait avoir confiance en toute sécurité. L'offre est arrivée un lundi matin, alors que je vérifiais des rapports de livres en retard dans mon bureau. Avery m'a appelé depuis la salle de conférence et m'a demandé de descendre, sans expliquer pourquoi. Quand je suis entré, elle était assise à côté de Maya Brox, l'avocate désignée pour protéger les intérêts d'Avery dans l'entreprise. Daniel se tenait près du tableau blanc, les 2 mains appuyées sur le bord de la table, l'air aussi stupéfait qu'Avery. Maya a tourné son ordinateur portable vers moi. Une entreprise nationale de technologie éducative a soumis une offre d'acquisition préliminaire. Le nombre à l'écran contenait plus de zéros que mon esprit ne pouvait en traiter. 32 millions d'euros, ai-je demandé. Avery m'a fixé comme si elle avait besoin de mon visage pour confirmer que le nombre était réel. Maya nous a immédiatement calmés. Elle a expliqué que personne ne donnait un chèque de 32 millions d'euros à Avery. L'offre concernait l'entreprise, sous réserve de négociations, d'impôts, de contrats et d'un examen complet de qui avait créé le logiciel, qui possédait le code et si quelqu'un d'autre pouvait en réclamer une partie. Les actions d'Avery étaient protégées par une structure qui m'empêchait de contrôler ou de dépenser son argent. Mon nom n'apparaissait pas comme fondatrice ou propriétaire, car OneBag appartenait à Avery et à l'équipe qui l'avait aidé à le construire. J'étais seulement sa mère. C'était le seul titre que j'ai jamais voulu. La nouvelle a tout de même voyagé plus vite que les papiers. L'entreprise a publié une brève déclaration après la signature du premier accord, et un journaliste local a écrit un article sur l'adolescente qui avait transformé une peur d'enfance en une plateforme de sécurité. L'article incluait une photo d'Avery, debout dans la salle communautaire de la bibliothèque, avec le logo de OneBag affiché derrière elle. 2 jours plus tard, un courriel de Melissa est arrivé. L'objet était, pour Avery. Je l'ai ouvert, seul dans mon bureau. Le message était plus long que tout ce que Melissa avait envoyé au cours des 10 années précédentes. Elle écrivait qu'elle avait suivi les réussites d'Avery à distance, car elle ne voulait pas perturber sa vie. Elle disait avoir respecté mon rôle et attendu qu'Avery soit assez grande pour faire ses propres choix. La dernière phrase disait « Je n'ai jamais cessé de penser à ma fille ». Je l'ai lu 3 fois, mais les mots ne se sont pas transformés en excuses. Il n'y avait aucune mention du palais de justice, du sac à dos bleu ou des années que Melissa avait passées à élever 2 plus jeunes enfants pendant qu'Avery apprenait à ne pas attendre à la fenêtre. Elle écrivait comme si le temps et la distance lui étaient arrivés, plutôt que d'être des choix qu'elle avait faits. Grant a appelé le même après-midi. J'ai failli laisser le numéro aller sur la messagerie vocale, mais Avery était assise en face de moi quand il est apparu à l'écran. Sa voix semblait plus âgée que dans mon souvenir. Il a dit qu'il avait passé des années en thérapie et qu'il comprenait enfin les dégâts qu'il avait causés. Il a prétendu que Céleste l'avait poussé à prendre des décisions qu'il regrettait, bien qu'il n'ait jamais expliqué pourquoi le regret ne l'avait pas conduit à appeler avant que le nom d'Avery n'apparaisse à côté de 32 millions d'euros. Je ne demande rien, a-t-il dit. Je veux seulement une chance de lui dire que je suis désolé. Quand j'ai terminé l'appel, Avery est restée silencieuse pendant un long moment. Elle ne pleurait pas et n'avait pas l'air pleine d'espoir. Elle ressemblait à quelqu'un qui étudie une porte verrouillée, pour décider si l'ouvrir répondrait à quelque chose ou ne ferait qu'entrer le danger. Tu n'es pas obligé de les rencontrer, lui ai-je dit. Je sais. Tu ne leur dois pas le pardon. Je le sais aussi. Elle a plié le courriel de Melissa le long du pli que j'avais fait en l'imprimant. Je veux savoir ce qu'ils veulent. La phrase m'a effrayé,
car c'était la même question que je me posais. Une partie de moi voulait refuser la rencontre et placer toutes les barrières légales possibles entre Avery et les personnes qui l'avaient abandonné. Une autre partie se souvenait avec quelle attention j'avais évité de parler pour elle lors de l'adoption. Si j'annulais la rencontre sans la laisser décider, Mélissa pourrait prétendre que je gardais toujours Avery à l'écart. Nous avons convenu d'une seule conversation, à la bibliothèque, après la fermeture. Je serai présente, ainsi que Daniel. Maya nous a conseillé de ne pas discuter des termes de l'acquisition ni de partager de matériel confidentiel de l'entreprise. Mélissa est arrivée la première, portant un petit lapin en peluche avec une oreille repliée. Elle l'a tendu à Avery à 2 mains. Tu en avais un exactement comme ça quand tu étais petite. Avery a étudié le jouet. Le mien était un chien marron. Le sourire de Mélissa s'est figé. Bien sûr. Je me souvenais que tu dormais toujours avec quelque chose de doux. Grant est arrivé quelques minutes plus tard et a essayé de retrouver la chaleur que Mélissa n'avait pas réussi à créer. Il a dit à Avery qu'il se souvenait l'avoir emmenée à une foire du comté, où elle avait été terrifiée par la grande roue. J'adorais la grande roue, a dit Avery. J'avais peur de la maison hantée. Grant a ri trop fort. C'est vrai, la maison hantée. Aucun des deux souvenirs n'était important en soi. Ce qui importait, c'était la rapidité avec laquelle ils s'ajustaient chaque fois qu'Avery les corrigeait, comme s'ils assemblaient une enfance à partir des morceaux qu'elle leur donnait. Ils ont répété qu'ils ne voulaient pas d'argent. Mélissa a dit qu'elle voulait seulement qu'Avery comprenne que les gens pouvaient faire des choix terribles et quand même aimer leurs enfants. Grant a parlé de seconde chance et de guérison. Aucun n'a demandé quelle thérapie Avery avait dû suivre, quelle école elle fréquentait, ou ce qui l'effrayait maintenant. Puis Mélissa a jeté un coup d'œil au logo de « One Bag » projeté sur le mur. « Voudrais-tu nous montrer ce que tu as construit » a-t-elle demandé. Pas le côté business. Je veux juste voir ce que ma fille a créé. Avery m'a regardé. Je lui ai rappelé que la présentation publique pouvait être partagée en toute sécurité. Elle a ouvert la même version que celle utilisée pour les écoles et les partenaires communautaires, expliquant la liste de ramassage autorisée, les informations d'urgence et l'alerte envoyée lorsque l'adulte désigné d'un enfant était en retard. Mélissa s'est penchée en avant. Et la synchronisation du cercle sûr? Est-ce que ça met tout le monde à jour automatiquement? Avery a cessé de parler. Cercle sûr était un nom de travail interne pour une fonctionnalité encore en phase de test. Il n'était jamais apparu dans la présentation publique ni dans l'article de presse. Daniel m'a regardé de l'autre côté de la table. Mélissa a semblé réaliser qu'elle en avait trop dit. J'ai dû le lire quelque part. Où, a demandé Daniel. Elle a attrapé le lapin en peluche. Dans un des articles, probablement. Il n'y avait eu aucun article sur cette fonctionnalité. Pendant que notre attention restait sur Mélissa, Grant s'est dirigé vers le tableau blanc. Avery y avait laissé plusieurs diagrammes après une réunion de produits plus tôt dans la semaine. Il a sorti son téléphone, l'a tenu près de sa poitrine et l'a baissé avant que je puisse voir clairement ce qu'il faisait. « S'il vous plaît, ne photographiez rien dans cette pièce, » ai-je dit. Il a eu l'air offensé. Je vérifiais un message. La réunion s'est terminée peu de temps après. Mélissa a serré Avery dans ses bras sans attendre la permission, et Grant a posé une main sur son épaule, comme si un simple contact pouvait combler 10 ans. Ils sont partis ensemble, bien qu'ils soient arrivés séparément. Une fois la porte fermée, Daniel s'est dirigé vers le tableau blanc. Il connaissait le nom de la fonctionnalité interne, a-t-il dit. Et Grant a pointé son appareil photo vers ça. Le visage d'Avery s'est durci. Ils ont dit qu'ils ne voulaient rien. J'ai essayé de trouver une explication innocente. Maya avait accès au dossier de développement, tout comme l'acheteur potentiel et plusieurs membres de l'équipe d'ingénierie. Peut-être que quelqu'un avait mentionné le nom lors de la vérification préalable. Peut-être qu'un document avait été envoyé à la mauvaise adresse. L'alternative était que Mélissa et Grant étaient entrés dans la pièce en sachant déjà plus qu'ils n'auraient dû. Cette nuit-là, je chargeais le lave-vaisselle quand Maya a appelé. Sa voix n'avait rien du calme mesuré qu'elle utilisait habituellement avec Avery. Johan, l'équipe juridique de l'acheteur a reçu une réclamation cet après-midi. Quelqu'un n'allègue que One Bag a été construit à partir d'un plan de sécurité familiale créé il y a 10 ans. J'ai agrippé le bord du comptoir. Qui l'a déposé? Maya a hésité, juste assez longtemps pour que mon estomac se noue. Mélissa Vance et Grant Hale.
Maya nous a demandé de nous rencontrer avant l'ouverture de la bibliothèque le lendemain matin. Quand Avery et moi sommes entrés dans la salle de conférence, les stores étaient fermés et 3 dossiers épais reposaient à côté de l'ordinateur portable de Maya. Daniel était déjà là, debout près de la fenêtre, son manteau encore sur lui. Maya n'a pas commencé par des paroles rassurantes. L'acheteur a suspendu l'acquisition, a-t-elle dit. Ils n'ont pas retiré l'offre, mais ils n'avanceront pas tant que cette réclamation n'aura pas été examinée. Avery s'est assise à côté de moi. Son visage est resté calme, mais j'ai senti son genou commencer à rebondir sous la table. Maya a ouvert le premier dossier et a placé un document entre nous. En haut, en lettres bleues formelles, on pouvait lire « Projet de transition familiale et de sécurité de l'enfant ». La date imprimée sous le titre était 3 semaines avant que Melissa et Grant n'abandonnent Avery au palais de justice. J'ai lu la première page une fois, puis une autre, plus lentement. Le document décrivait un système destiné à aider un enfant à se déplacer en toute sécurité entre des foyers séparés. Il comprenait une liste d'adultes autorisés, des informations médicales, des autorisations de ramassage et une notification d'urgence si aucun tuteur n'arrivait. C'étaient les fondements de One Bag. Melissa et Grant affirmaient avoir créé le plan en se préparant à leur divorce. Selon le dossier, ils m'avaient demandé de le mettre en œuvre lorsqu'ils avaient temporairement placé Avery sous ma garde. Des années plus tard, disaient-ils, j'avais donné leurs idées à Avery et l'avais aidé à les transformer en un produit commercial, sans reconnaître d'où venait le concept. Avery m'a regardé. As-tu déjà vu ça? Pas sous cette forme. Maya a tourné plusieurs pages. La signature de Melissa apparaissait au bas d'un formulaire. Celle de Grant était à côté. Je les ai reconnues toutes les deux. Un tampon de notaire avait été apposé en dessous, avec un numéro de commission et une date. Cela semblait réel, car des parties l'étaient. C'est ce qui le rendait dangereux. Maya m'a montré un courriel que j'avais envoyé à Melissa pendant le premier mois d'Avril chez moi. J'avais écrit que l'école avait besoin d'une liste d'adultes autorisés à la récupérer et d'informations médicales complètes en cas d'urgence. Un autre courriel décrivait les cartes de ramassage colorées que j'avais faites pour Avril. Le dossier citait les 2 messages comme preuve que je mettais en œuvre leur plan de sécurité familiale. Ils ont supprimé les dates des en-têtes des courriels, ai-je dit. Les originaux sont joints plus loin, a répondu Maya, mais les citations apparaissent avant. Quiconque lit rapidement pourrait croire que le projet est venu en premier, et vos courriels ont suivi. Une autre page incluait le formulaire de placement temporaire du sac à dos bleu. Ma ligne de signature vierge avait été coupée. Dans la version soumise par Melissa et Grant, la page se terminait directement sous leur nom, la faisant paraître complète. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou. Ils utilisent le papier que j'ai refusé de signer comme preuve que j'ai accepté leur plan. C'est leur position. Daniel s'est approché de la table. Que demande-t-il exactement? Maya a fermé le dossier. La reconnaissance en tant que créateur du concept original, une part financière de l'acquisition, et le droit de participer aux négociations concernant le produit. Avery a eu un petit rire incrédule. Il ne savait même pas dans quelle école j'allais. La réclamation ne se base pas sur la qualité de leur parentalité, a dit doucement Maya. Elle se base sur le fait de savoir si One Bag dérive d'une propriété intellectuelle qu'ils disent avoir créée. La différence semblait obscène. Melissa et Grant avaient trouvé un moyen de séparer la douleur d'Avery des choix qu'il avait causés. Ils voulaient les parties utiles de son enfance, sans accepter la responsabilité de ce que ces années lui avaient coûté. Maya a expliqué que l'équipe juridique de l'acheteur examinerait l'historique des documents, les registres de développement du logiciel et chaque personne ayant eu accès aux premières versions de One Bag. Jusqu'à ce que cet examen soit terminé, l'entreprise ne pouvait pas risquer de finaliser un achat de 32 millions d'euros. Avery a regardé Daniel. Qui avait accès aux premières ébauches? Toi, moi, Johan, et les autres mentors qui ont aidé au club, a-t-il dit. Plus tard, l'équipe de la start-up et le programme pilote. Quelqu'un aurait-il pu changer un vieux fichier, ai-je demandé. L'expression de Daniel s'est durcie, mais il a répondu sans se défendre. N'importe qui avec une copie pourrait créer un nouveau document et le faire paraître ancien. La question la plus difficile est de savoir où ils ont obtenu le langage exact. Maya a tourné l'écran vers nous. Plusieurs phrases du projet correspondaient à des formulations des premières notes de projet de One Bag. Pas seulement l'idée générale, des phrases spécifiques. Une page faisait référence à un cercle sur
une autre utilisait l'expression « aucun enfant laissé en attente ». Un diagramme montrait 3 catégories de couleurs pour les adultes de ramassage autorisés. Je me suis souvenu de la réunion, 2 nuits plus tôt. Mélissa avait connu le nom interne, synchronisation du cercle sur, avant qu'Avery ne l'explique. Grant avait tenu son téléphone près du tableau blanc. Ils ont pris quelque chose pendant la réunion, ai-je dit. Possiblement, a répondu Maya. Mais ce dossier a été soumis seulement quelques heures plus tard. Une partie du matériel aurait nécessité plus de préparation. Cela signifiait qu'ils avaient déjà commencé à construire leur réclamation avant d'entrer dans la bibliothèque, en prétendant vouloir le pardon. La pièce est tombée dans le silence alors qu'une autre possibilité s'installait en nous. Quelqu'un ayant accès aux dossiers antérieurs d'Avery aurait pu les aider. Daniel a compris avant que je ne le dise. Il s'est assis et a posé son téléphone, son ordinateur portable et un petit disque dur externe sur la table. Vous devriez tout examiner. Avril a regardé. Daniel, je n'ai pas dit que c'était toi. Vous devriez quand même tout examiner, a-t-il répété. J'ai gardé des copies de sauvegarde de son travail initial, car les ordinateurs du club n'étaient pas fiables. Si un fichier vient de moi, je veux savoir comment. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, mais la distance qu'il a mise entre lui et nous était douloureuse. Pendant des années, Daniel avait protégé la propriété d'Avery sur l'idée. Maintenant, les documents faisaient de chaque personne autour d'elle une porte d'entrée possible. Maya a accepté le disque et a expliqué qu'un spécialiste indépendant préserverait et inspecterait les dossiers. Daniel a signé la décharge sans hésitation. Quand la réunion s'est terminée, Avril ne m'a pas suivi dans le couloir. Elle est restée à la table, fixant le formulaire de placement temporaire sur l'écran de Maya. « Tu savais pour ce papier ?» a-t-elle dit. Je me suis arrêté. Celui du sac à dos. Tu savais qu'ils avaient prévu de me laisser avec toi. Je l'ai trouvé le premier soir. Et tu ne me l'as jamais dit. Je t'ai dit qu'ils m'avaient demandé de te garder temporairement. Ce n'est pas la même chose. Daniel a discrètement rassemblé son manteau et est parti avec Maya, nous laissant la pièce sans rendre le moment plus évident. Je suis retourné à la chaise à côté d'Avril. Tu avais 6 ans. Je n'ai plus 6 ans maintenant. Non. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit quand j'étais assez grande? J'ai regardé le document recadré à l'écran. Pendant 10 ans, j'avais cru la protéger en choisissant la version la plus douce de la vérité. J'avais dit que Mélissa et Grant étaient dépassés. J'avais dit que leur nouvelle maison était compliquée. J'avais décrit le palais de justice comme une terrible décision prise lors d'un divorce douloureux. Je n'avais jamais dit à Avril que ses vêtements, ses médicaments et son acte de naissance avaient été emballés avant la fin de l'audience. Je ne lui avais jamais montré l'accord qui attendait ma signature. Je voulais que tu croies qu'ils avaient fait un seul choix terrible, ai-je dit. Je ne voulais pas que tu grandisses en pensant qu'ils avaient prévu de t'abandonner. Mais ils l'ont prévu. Oui. Les mots semblaient altérer l'air entre nous. Avril a croisé les bras sur sa poitrine. Tu pensais que le savoir me briserait? Je pensais que cela pourrait te faire croire que tu n'étais pas désiré. Ils m'ont laissé sur les marches d'un palais de justice. Je savais déjà ce que ça faisait. Je n'avais aucune défense contre cela. Elle s'est levée et s'est dirigée vers le tableau blanc, où les restes de ses notes de produits avaient été effacés. Seules de vagues lignes bleues subsistaient sous le nettoyeur. Toutes ces années, tu m'as dit qu'ils étaient faibles, a-t-elle dit. Tu ne m'as jamais dit qu'ils étaient préparés. J'essayais d'empêcher que leur échec ne devienne la façon dont tu te voyais toi-même. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux étaient humides, mais sa voix est restée contrôlée. Me protégeais-tu, ou protégeais-tu la version d'eux que tu espérais encore vraie? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. La réponse honnête était les deux. J'avais voulu qu'Avril soit libéré de la conviction que ses parents avaient soigneusement emballé sa vie dans un seul sac, mais une partie de moi avait aussi voulu croire que Mélissa avait agi impulsivement. Car accepter la vérité signifiait admettre que ma demi-sœur avait regardé une enfant de 6 ans, planifié son départ et laissé une ligne de signature vierge pour que je la complète. Avril a pris sa veste. J'ai besoin d'un peu de temps. Je ne l'ai pas arrêté. Daniel attendait devant les portes de la bibliothèque et la conduite à l'école, après qu'elle le lui ait demandé, à lui, pas à moi. Pour la première fois depuis ses 6 ans, j'ai regardé Avril partir avec quelqu'un d'autre et je me suis demandé si elle me voyait toujours comme sa personne sûre.
J'ai passé la matinée à aider Maya à séparer les dossiers authentiques des pages qui me semblaient étranges. Les signatures étaient réelles, mes courriels étaient réels, le formulaire temporaire était réel. Le projet qui les entourait était autre chose, mais nous avions encore besoin de preuves. Vers midi, Daniel est revenu, portant une boîte de rangement en carton du club de sciences. Il l'a posée sur la table de conférence et a commencé à trier de vieux cahiers, des écrans imprimés et des fiches d'exercices d'élèves. J'ai gardé les versions papier avant de commencer à tout sauvegarder numériquement, a-t-il dit. L'écriture d'Avri apparaissait sur des dizaines de pages. Certaines contenaient des croquis approximatifs d'écran qui ne sont jamais devenus partie de OneBag. D'autres montraient des versions anciennes de la liste de personnes sûres. Daniel s'est arrêté à une fiche datée de 4 ans plus tôt. En haut, Avri, alors âgé de 12 ans, avait écrit les mots « personnes sûres » avant de les barrer avec colère. Daniel a ouvert le projet à côté et l'a tourné vers un diagramme, censé avoir été créé quand Avri avait 6 ans. La même phrase mal orthographiée apparaissait sous l'un des cercles, « personnes sûres ». Non corrigée, non paraphrasée, copiée exactement d'une erreur qu'Avri n'avait faite que 6 ans après la date de création présumée des documents. Daniel m'a regardé. Ce ne peut pas être le projet original. La phrase mal orthographiée suffisait à prouver que le projet n'aurait pas pu être créé quand Avri avait 6 ans, mais Maya nous a averti qu'une seule erreur copiée ne mettrait pas fin au litige. Mélissa et Grant pourraient prétendre que la phrase avait été ajoutée plus tard par quelqu'un d'autre, ou que le projet daté avait subi des révisions. Nous devions montrer quand Avri avait créé le matériel original, et comment il était passé de son cahier à OneBag. Les sauvegardes de Daniel nous ont donné cette chaîne. Son disque dur externe contenait une copie numérisée de la fiche de travail d'Avri, sauvegardée le soir même où elle avait écrit « Personne sûre » à 12 ans. Le registre de présence du club montrait qu'elle avait présenté l'idée ce soir-là, et un fichier ultérieur documentait le moment où la phrase corrigée était devenue « Personne sûre ». Aucun de ces enregistrements n'existait à l'époque où Mélissa et Grant prétendaient que leur projet avait été écrit. Le spécialiste de Maya a vérifié que les fichiers de Daniel n'avaient pas été modifiés après coup. Ces sauvegardes ont fait plus que le disculper, elles ont montré que plusieurs phrases et diagrammes du projet avaient été copiés du travail d'Avri, des années après que ses parents biologiques l'eurent abandonné. Avri était présente lorsque Maya a expliqué les résultats. Elle était assise en face de Daniel, tortillant le poignet de son pull autour d'un doigt. La distance qui s'était creusée entre nous la veille n'avait pas disparu, mais elle ne le regardait plus avec suspicion. « Je suis désolée, a-t-elle dit. Je n'aurais pas dû me demander si tu leur avais donné quelque chose. » Daniel a secoué la tête. « On t'a montré un document conçu pour te faire douter de tous ceux qui t'ont aidé. C'est pour ça qu'il a été construit. » Sa réponse m'a fait comprendre le véritable but de la réclamation. Mélissa et Grant n'avaient pas besoin que nous croyions leur histoire pour toujours. Ils avaient seulement besoin de fracturer les gens autour d'Avri assez longtemps pour que l'acheteur devienne nerveux et que l'acquisition s'effondre. Ils sont passés à l'étape suivante avant que nous ayons pu finir d'examiner la première. Un compte d'information local a posté une courte vidéo du jour de l'audience de divorce. Le clip montrait Avri debout près de moi, devant le palais de justice, puis me montrait en train de placer son sac à dos bleu dans ma voiture et de l'aider à monter sur le siège passager. Mélissa et Grant apparaissaient à plusieurs mètres de là, séparés de nous par l'angle de la caméra. L'enregistrement n'avait pas survécu dans un système du palais de justice pendant 10 ans. Il avait été conservé lors de l'affaire de tutelle initiale, et les 2 parents biologiques avaient autrefois eu accès à des copies, car ils étaient partis à cette affaire. L'un d'eux avait gardé une copie et avait supprimé tout ce qui donnait son sens à la scène. Le clip ne montrait pas Mélissa remettant le sac à dos emballé. Il ne montrait pas Grant refusant de prendre Avri chez lui. Il ne montrait pas les 2 parents quittant le parking pendant que je courais après eux pour leur demander quand ils prévoyaient de revenir. Sans ces moments, la vidéo donnait l'impression que j'étais arrivé avec Avri déjà à mes côtés, et que j'étais parti calmement en voiture pendant que ses parents restaient derrière. Le titre au-dessus demandait « Joanne Keller a-t-elle sauvé un enfant ou profité d'une famille brisée ?» À l'heure du déjeuner, d'autres comptes avaient repris la question, comme si le simple fait de la poser rendait les 2 possibilités également crédibles. Mélissa est apparue dans une interview enregistrée cet après-midi-là. Elle était assise dans un salon lumineux, avec des photos de famille encadrées derrière elle, et parlait de la voix prudente et blessée qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que la cruauté ait l'air raisonnable. Joanne était seule, a-t-elle dit. Elle n'avait pas d'enfant à elle. Au début, nous étions reconnaissants qu'elle aide pendant un divorce difficile, mais avec le temps,
elle a commencé à se présenter comme la mère héroïque et nous comme des monstres. Elle a affirmé que j'avais découragé les contacts et appris à Avery à voir chaque tentative de réconciliation comme une menace. Grant a publié sa propre déclaration, disant que j'avais contrôlé la communication, caché des étapes importantes et construit mon identité autour du maintien de sa fille dans une dépendance envers moi. Puis il a prononcé la phrase qui m'a suivi partout pendant les jours suivants, elle a gâché sa vie à élever l'enfant d'un autre, et maintenant elle veut être payée pour ça. Je n'étais pas payé pour One Bag. Mon nom ne figurait pas sur l'acquisition en tant que fondatrice, et je ne détenais aucune part. Avery n'avait pas choisi. Les accusations se sont quand même propagées, car c'était plus simple que la vérité. Une femme seule volant un enfant pour un but donné un titre plus net que deux parents évitant soigneusement leurs responsabilités. À la bibliothèque, les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans la salle du personnel. Une femme au comptoir de près, qui me connaissait depuis 9 ans, m'a demandé si j'avais vraiment empêché Avery de voir ses parents. Un inconnu m'a photographié devant le bâtiment et a crié mon nom, comme si je lui devais une explication. J'ai continué à travailler, mais mon corps trahissait à quel point cette attention ressemblait peu à de simples commérages. Chaque vibration de mon téléphone me serrait la poitrine. Chaque personne qui levait les yeux quand je traversais une pièce me faisait me demander quelle version de ma vie elle avait choisi de croire. Avery a vu plus que je ne le voulais. Un soir, elle m'a trouvé dans la cuisine, en train de supprimer des messages de gens qui me traitaient de kidnappeuse, d'opportuniste et de femme ratée qui avait volé la maternité parce qu'elle ne pouvait pas la créer elle-même. Laisse-moi leur répondre, a-t-elle dit. Je peux poster l'ordonnance d'adoption. Je peux leur dire ce qui s'est passé. J'ai posé le téléphone, face contre la table. Pas encore. Ils mentent sur toi. Et si tu réponds alors qu'il nous manque encore une partie des preuves, ils transformeront ta douleur en un autre argument. Sa mâchoire s'est crispée. Alors je suis censé les regarder te détruire? Non. Tu es censé garder ton histoire jusqu'à ce que tu puisses la raconter selon tes propres termes. Les mots semblaient plus forts que ce que je ressentais. Je savais aussi que demander à Avery d'attendre risquait de répéter l'erreur que j'avais déjà commise, en décidant de la vérité qu'elle était prête à porter. Cette fois, cependant, le délai n'était pas destiné à protéger Melissa ou Grant. Il était destiné à les empêcher de forcer Avery à une confession publique avant qu'elle n'ait choisi ce qu'elle voulait dire. Maya a convoqué une réunion avec les représentants du conseil d'administration de l'entreprise. L'acheteur n'avait pas retiré l'offre, mais leur patience avait des limites. Chaque réclamation supplémentaire augmentait les frais juridiques et rendait l'acquisition plus difficile à défendre. Un membre du conseil a suggéré de payer à Melissa et Grant un règlement modeste, en échange du retrait du litige sur la propriété et de la fin de la campagne médiatique. Il a décrit cela comme « l'achat de la certitude », pas comme la récompense d'une faute. L'expression m'a rendu malade. Les payer pourraient protéger l'entreprise d'Avery et empêcher que le dossier complet de la tutelle ne devienne public. Se battre contre pourrait nous obliger à ouvrir les parties les plus douloureuses de son enfance, y compris des documents qu'elle venait à peine d'apprendre. Je pouvais préserver l'argent en permettant à 2 personnes qui l'avaient abandonné de profiter de leur retour, ou je pouvais protéger la vérité en risquant la chose qu'elle avait mis des années à construire. Daniel a attendu que les autres soient partis avant de parler. Il ne m'a pas dit que l'argent n'était pas important, car 32 millions d'euros pouvaient changer l'avenir d'Avery et aider des milliers d'enfants. Il ne m'a pas non plus dit de publier les dossiers, car ils appartenaient à la vie d'Avery, pas à ses principes. Il n'a posé qu'une seule question, quel choix permet à Avery de posséder sa propre histoire? J'ai regardé par la fenêtre de la salle de conférence. Avery était assise seule à une table dans la bibliothèque, son ordinateur portable ouvert mais intact. Melissa et Grant lui avaient déjà pris son enfance une fois, en décidant où elle ne serait pas autorisée à vivre. Je ne pouvais pas les laisser la prendre à nouveau, en décidant de la version de cette enfance que le monde entendrait. J'ai appelé Maya et lui ai dit de demander un accès légal au dossier de tutelle scellé. Je voulais la copie certifiée de la vidéo complète du palais de justice, celle qui avait été conservée en 2016, pas la version montée que Melissa et Grant avaient publiée. J'ai également autorisé un examen complet de chaque document qu'ils avaient soumis, y compris le formulaire de placement temporaire, l'acte de notoriété et l'historique du projet. Avant que Maya ne puisse déposer les demandes, un coursier a livré une enveloppe scellée des avocats de Melissa et Grant. Sur le devant, les mots « offre de règlement confidentiel ». À l'intérieur, ils exigeaient 30% des produits de l'acquisition, la reconnaissance publique en tant que créateur du concept original de One Bag,
et une dernière condition, lors de chaque événement public concernant l'entreprise, Avery serait tenu de les appeler « maman » et « papa ». L'offre de règlement ne demandait pas à Melissa et Grant de faire partie de la vie d'Avery. Elle demandait à Avery de réécrire sa vie pour qu'il puisse en profiter. Maya a lu les termes à voix haute dans son bureau le lendemain matin, tandis qu'Avery était assise à côté de moi. Melissa et Grant voulaient 30% de tout ce qu'Avery recevrait de l'acquisition. Ils voulaient être publiquement reconnus comme les créateurs originaux de l'idée derrière One Bag. Ils voulaient le droit d'utiliser le nom, l'image et l'histoire d'enfance d'Avery dans des interviews, du matériel promotionnel et tout futur documentaire sur l'entreprise. Ils voulaient aussi une interview de retrouvailles publiques, dans laquelle Avery les décrirait comme des parents qui avaient fait des sacrifices douloureux lors d'un divorce difficile. L'accord m'interdisait d'utiliser le mot « abandonné ». La condition finale exigeait qu'Avery les appelle « maman » et « papa » lors des événements publics liés à la vente. Avery a pris le document des mains de Maya et a lu ce paragraphe elle-même. Ses doigts se sont crispés sur les pages. Il me demande de mentir. Ils te demandent d'approuver leur version du passé, a dit Maya. Les avocats de Grant avaient inclus une autre menace, si nous refusions l'offre, ils demanderaient un examen formel de chaque décision financière que j'avais prise au nom d'Avery, y compris les actions de l'entreprise détenues pour sa protection. La réclamation avait peu de substance, mais se défendre contre elle coûterait du temps, exposerait des dossiers privés et lui donnerait une autre occasion de me décrire comme une femme qui avait élevé Avery pour l'argent. Melissa a demandé à me parler en privé avant que nous ne répondions. Maya a déconseillé de nous rencontrer seuls, donc la conversation a eu lieu dans une plus petite pièce, la porte ouverte et elle assise juste à l'extérieur. Melissa est arrivée avec la même expression douce qu'elle avait utilisée dans l'interview. Une fois les caméras absentes, elle a disparu. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne le devraient. Vous avez exigé 30% de quelque chose qu'Avery a construit. Elle l'a construit à partir de l'expérience de notre famille. Elle l'a construit à partir du fait d'avoir été abandonnée par vous. Melissa a jeté un coup d'œil vers la porte ouverte. Tu devrais faire attention avec ce mot, abandonné. Sa bouche s'est crispée. J'ai attendu qu'elle le nie. Au lieu de cela, elle s'est penchée plus près et a baissé la voix. Tu devrais être reconnaissante. L'élever a donné un but à ta vie. Un instant, je n'ai pas pu répondre. J'ai pensé aux nuits où Avery dormait avec ses chaussures, au bureau de l'école où elle pleurait parce que j'étais en retard de 7 minutes, et aux mots qu'elle avait laissés à côté de ma tasse de café, me remerciant de ne pas l'avoir envoyé. Melissa avait pris chacune de ces années et les avait réduites à un service qu'Avery m'avait rendu. Vous croyez que j'avais plus besoin de votre fille qu'elle n'avait besoin de quelqu'un qui reste, ai-je dit. Tu étais seule, Joanne. Tout le monde le savait. Puis Avery est arrivé, et soudain, tu avais une raison d'exister. La cruauté dans sa voix n'était pas de la colère, c'était de la certitude. Melissa croyait vraiment que mon amour pour Avery avait été une faiblesse qu'elle pouvait utiliser contre moi. Grant est entré avant que je ne puisse répondre. Il avait apparemment décidé que la conversation privée prenait trop de temps. Si nous ne pouvons pas régler ça, a-t-il dit, je demanderai au tribunal d'examiner comment tu as géré ces actifs. Chaque compte, chaque contrat et chaque décision. Tu sais que je ne peux pas accéder à ces actions protégées. Alors tu ne devrais avoir rien à craindre. Maya est entrée dans la pièce. Menacer d'un examen inutile n'améliore pas votre revendication de propriété. Grant a haussé les épaules. Ça améliore ma position de négociation. Cette phrase a supprimé ce qui restait de sa performance de père repentant. Ni lui ni Melissa n'étaient revenus pour demander ce dont Avery avait besoin. Ils étaient revenus parce qu'ils croyaient que la parentalité était un actif qu'ils avaient oublié de collecter. Après leur départ, Maya nous a dit la vérité, sans l'adoucir. Nous pouvions négocier. Réduire le pourcentage, supprimer l'interview publique et changer la formulation pourrait protéger l'acquisition. L'acheteur voulait de la certitude, et la certitude signifiait parfois payer des gens dont les revendications étaient faibles, mais coûteuses à combattre. Si nous rejetons tous les termes et continuons à nous battre, a-t-elle dit, l'acheteur pourrait se retirer. Même si nous prouvons finalement que le projet était fabriqué, Avery pourrait perdre cette transaction. 32 millions d'euros pouvaient assurer l'avenir d'Avery. Il pouvait étendre One Bag à des milliers d'écoles et financer un soutien pour les enfants élevés par des proches. Je comprenais pourquoi un règlement pouvait paraître pratique. Puis j'ai regardé Avery.
Elle ne lisait plus le montant, elle fixait le paragraphe qui l'obligeait à appeler Melissa et Grant, maman, et papa. Accepter ne coûterait pas seulement de l'argent, cela enseignerait à Avery que les personnes qu'il avait abandonnées pouvaient revenir quand elles devenaient précieuses, acheter le langage du pardon et posséder une partie de tout ce qu'elle avait créé en survivant. Si protéger 32 millions d'euros signifie apprendre à ma fille que les gens peuvent l'abandonner et quand même la posséder, alors nous nous retirons, ai-je dit. Maya a soutenu mon regard. Me demandez-vous de rejeter le règlement? Je vous demande de geler l'acquisition jusqu'à ce que nous connaissions la vérité. Pas de paiement, pas de réunion publique et pas de fausses déclarations. Avery s'est tournée vers moi. Je n'avais pas réalisé qu'elle croyait que je pourrais choisir différemment, jusqu'à ce que je voie le soulagement sur son visage. Maya est partie pour informer l'acheteur. Avery et moi sommes restés dans la pièce après la fermeture de la porte. La colère entre nous des jours précédents n'avait pas disparu, mais quelque chose à l'intérieur avait changé. Tu laisserais vraiment l'affaire tomber, a-t-elle demandé. Je préférerais voir l'argent disparaître que de les voir te revendre ton enfance. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je pensais que tu pourrais tout regretter si l'entreprise échouait à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi. Je veux dire, plus que l'entreprise. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Les hommes qui sont partis, l'argent que tu as dépensé, les heures de travail que tu as perdues. Les gens n'arrêtent pas de dire que tu as renoncé à ta vie pour moi. Parfois, je me demande si tu le crois aussi. J'ai rapproché ma chaise. Je suis désolé d'avoir rendu la vérité sur le palais de justice plus petite qu'elle ne l'était. Je pensais te protéger, mais je me suis aussi protégé moi-même, de devoir admettre à quel point ils avaient été délibérés. Avery a essuyé une joue avec le dos de sa main. Tu n'as pas pris ma vie, ai-je dit. J'ai choisi la vie dans laquelle personne n'avait le droit de me demander de t'abandonner. Elle s'est penchée contre moi, et pendant plusieurs minutes, aucune de nous n'a essayé d'expliquer quoi que ce soit d'autre. En rentrant à la maison, Avery est allée directement au placard du couloir. Elle a déplacé 2 boîtes de vêtements d'hiver et a cherché derrière elle le sac à dos bleu. Le tissu était délavé, mais la marque rouge que je me souvenais sur son épaule m'est revenue si vivement que ma propre peau a semblé me faire mal. Je veux l'ouvrir, a-t-elle dit. Nous l'avons transporté sur la table de la cuisine. À l'intérieur se trouvaient les mêmes vêtements soigneusement pliés, maintenant beaucoup trop petits, ainsi que le flacon de médicaments, le carnet de vaccination et la copie de son acte de naissance. Le formulaire de placement temporaire restait dans la poche intérieure, attendant toujours la signature que j'avais refusé d'apposer. Une carte de visite était coincée derrière. Elle appartenait à un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille, qui avait fermé plusieurs années plus tôt. Sous le nom du cabinet se trouvait le nom, Eleanor Price, secrétaire juridique. Maya l'a localisé le lendemain. Eleanor avait 67 ans et vivait près de Dayton. Elle a accepté de parler par vidéo après que Maya lui ait expliqué le cas que nous examinions. Eleanor se souvenait de Melissa, à cause de la demande inhabituelle qu'elle avait faite plusieurs semaines après l'audience de divorce. Melissa voulait que des documents soient recréés, avec une formulation suggérant que Joanne avait accepté de s'occuper d'Avery avant la fin de l'audience. Elle a dit que l'arrangement initial n'avait pas été écrit assez clairement, se souvint Eleanor. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas changer la date d'un accord qui n'avait pas été signé. Grant le savait-il, a demandé Maya. Il est venu au bureau avec elle la 2e fois. Eleanor a fermé les yeux, cherchant dans sa mémoire. Melissa n'arrêtait pas de dire, nous avons besoin que ça ait l'air que Joanne a accepté avant la fin de l'audience. La phrase expliquait pourquoi des signatures authentiques, de vrais courriels et un langage ultérieur avaient été assemblés. Ils n'avaient pas préservé un vieux plan familial, ils en avaient construit un, après avoir laissé Avery avec moi. Maya a passé les heures suivantes à comparer le récit d'Eleanor avec les registres de paiement que Melissa et Grant avaient utilisés pour prouver leur implication parentale continue. Elle m'a appelé ce soir-là. Chaque petit virement, du premier 25 € au dernier 50 €, avait été programmé automatiquement à la même date chaque année. Chacun portait une formulation juridique presque identique. Il n'y avait pas de message d'anniversaire, de questions sur l'école ou de référence à quoi que ce soit qui se passait dans la vie d'Avery. Melissa et Grant n'avaient jamais entretenu de relation, ils avaient entretenu un dossier. Les registres de paiement ont donné à Maya un modèle. Le reste des preuves a donné à ce modèle un but. Au cours des jours suivants, elle a reconstitué ce que Melissa et Grant avaient fait, non pas comme 2 parents effrayés prenant de mauvaises décisions,
mais comme deux adultes séparant soigneusement les responsabilités de la parentalité des droits qu'ils voulaient préserver. Ils avaient laissé Avery sous ma garde dans la vie réelle, mais ils avaient essayé de rester ses parents sur le papier. L'accord de placement temporaire était destiné à faire passer l'abandon au palais de justice pour un arrangement familial planifié. Leurs virements occasionnels créaient un dossier qu'ils pouvaient présenter comme un soutien financier. Leurs objections écrites à la tutelle et à l'adoption leur permettaient de prétendre qu'ils n'avaient jamais volontairement renoncé à leur fille, même si aucun d'eux ne proposait de la reprendre à la maison. Ils voulaient l'apparence légale de l'implication, sans le coût des soins réels, a dit Maya. Nous étions assises dans son bureau, les stores fermés et la table de conférence ensevelie sous les documents. Avery avait choisi de rester à l'école ce matin-là, pendant que Maya et moi examinions le matériel le plus douloureux. J'étais reconnaissante qu'elle ait pris cette décision pour elle-même, plutôt que d'attendre que je décide de ce qu'elle pouvait supporter. Au début, il ne s'agissait pas de one bag, a poursuivi Maya. Il n'y avait pas d'entreprise à voler il y a 10 ans. Leurs motifs initiaux étaient plus modestes. Mais non moins cruels. Melissa voulait entrer dans son nouveau mariage sans être connue comme une femme qui avait formellement abandonné sa fille. Grant voulait éviter une ordonnance de pension alimentaire qui reflèterait le coût réel d'élever Avery. Aucun ne voulait les conséquences financières ou sociales de prendre leurs responsabilités. Mais tous deux voulaient pouvoir dire qu'ils restaient des parents. Puis Avery est devenue précieuse. Melissa avait suivi des articles locaux sur One Bag des mois avant de nous contacter. Grant avait recherché le nom de l'entreprise et le processus d'acquisition. Leurs demandes de retrouvailles n'ont commencé qu'après l'apparition de la nouvelle de l'offre. Ils n'étaient pas revenus pour ensuite découvrir l'argent, ils avaient découvert l'argent et conçu leur retour autour de lui. Le spécialiste de Maya a retracé le projet à travers plusieurs versions. Le fichier soumis à l'acheteur avait été exporté récemment, même si sa page de couverture portait une date de 2016. Des parties avaient été copiées de vieux documents de garde. D'autres pages contenaient un langage des notes de développement ultérieures de One Bag. Le tampon du notaire créait un autre problème pour Melissa et Grant. Le numéro de commission appartenait à un vrai notaire, mais l'entrée n'apparaissait pas dans son journal à la date imprimée sous les signatures. Le notaire avait été témoin d'un document différent, des mois plus tard. Quelqu'un avait copié le tampon sur le projet. Puis il y avait, personne sûre, la faute d'orthographe d'Avery à 12 ans. Une fonctionnalité décrite comme « synchronisation du cercle sur » n'avait pas existé avant des années après la date présumée du projet. Un autre diagramme incluait un symbole qu'Avery avait créé pendant le programme pilote, quand elle avait changé la forme du bouton d'urgence parce que les plus jeunes enfants le confondaient avec une icône de jeu. Chaque page qu'ils avaient ajoutée pour renforcer leurs revendications poussait le document plus loin dans le futur. Maya a placé 2 messages textes imprimés devant moi. Ils avaient été récupérés de dossiers attachés à un litige plus ancien sur l'affaire de tutelle. Grant avait écrit « Tant que nous gardons l'implication parentale dans les dossiers, Johan ne peut pas nous effacer. » Melissa avait répondu « Et si Avery devient un jour quelque chose, nous sommes toujours ses parents. » J'ai fixé le deuxième message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Il n'avait pas prédit qu'Avery créerait une entreprise valant 32 millions d'euros. Il ne savait pas ce qu'elle deviendrait. C'est ce qui rendait le message pire. Ils avaient préservé leurs droits sur elle comme si un enfant était un compte dont ils pourraient avoir besoin plus tard. Elle avait 6 ans, ai-je dit. Il parlait déjà de ce qu'elle pourrait devenir. La voix de Maya s'est adoucie. Il parlait de la valeur qu'elle pourrait avoir pour eux. La copie certifiée de la vidéo du palais de justice est arrivée cet après-midi-là. Maya n'avait pas tenté de récupérer les images du système de sécurité actuel du palais de justice. L'assistante sociale initiale avait demandé que l'enregistrement soit conservé en 2016, avant que le système de routine ne l'efface. Une copie complète avait été classée avec le dossier de tutelle, où elle restait sous accès restreint. La version que Melissa et Grant avaient publiée en ligne provenait de la même preuve conservée, mais elle avait été réduite à moins d'1 minute. Maya a placé les 2 enregistrements sur un seul écran. Le clip public est apparu à gauche, la version certifiée à droite. Pendant les 20 premières secondes, les images correspondaient. Puis la version montée a sauté en avant. La vidéo complète a continué. Melissa a traversé l'allée du palais de justice, portant le sac à dos bleu. Elle l'a posé à côté d'Avery, m'a parlé et s'est dirigée vers Richard. Grant se tenait à plusieurs mètres de là, pendant que je pointais du doigt Avery et que je l'interrogeais. Même sans audio, je me souvenais de chaque mot, ma nouvelle femme ne la prendra pas, mon mari non plus.
On lui trouvera une autre famille. À l'écran, Avery a soulevé le sac à dos et a couru vers Melissa. La sangle l'a déséquilibrée. Melissa ne s'est pas retournée. Grant est monté dans sa voiture le premier. Je l'ai suivi, m'arrêtant près de la fenêtre du conducteur. Il a reculé pendant que je parlais encore. La voiture de Melissa est partie quelques secondes plus tard. L'angle de la caméra montrait Avery, debout à côté des portes du palais de justice. Elle a regardé un véhicule, puis un autre, puis un troisième quitter le parking. Sa tête tournait chaque fois que des phares bougeaient, comme si elle comptait chaque voiture qui pourrait faire demi-tour pour elle. Je me souvenais de cet après-midi depuis 10 ans, mais la mémoire m'avait protégé par petites touches. Je me souvenais de la voix d'Avery et de la pierre froide sous nos pieds. Je ne me souvenais pas combien de temps elle était restée seule avant que je ne l'atteigne. La vidéo m'a forcé à regarder chaque seconde. Mes mains ont commencé à trembler. Je les ai pressées sous la table, mais Maya l'a remarqué et a arrêté l'enregistrement. C'est assez pour aujourd'hui. Non, ai-je dit. J'ai passé 10 ans à le rendre plus petit. J'ai besoin de voir ce qui s'est réellement passé. Je me suis regardé enlever mon manteau et l'enrouler autour d'Avery. Je l'ai regardé continuer à regarder vers la route, même après que j'ai soulevé le sac à dos. Je nous ai regardé marcher vers ma voiture, pendant qu'elle se retournait 3 fois distincte. La version publique a supprimé tout cela. Elle n'a pas seulement raccourci la scène, elle a changé qui était parti et qui était resté. Quand Avery est arrivé après l'école, Maya lui a dit que la vidéo complète avait été retrouvée dans l'ancien dossier de tutelle. Elle a demandé si Avery voulait la regarder, en précisant que refuser n'affaiblirait pas notre cas. Avery a choisi de ne voir que le début et le moment où les 2 voitures sont parties. Quand la version d'elle-même à 6 ans est apparue à l'écran, elle a agrippé les manches de son pull. Elle n'a pas pleuré. Elle a regardé Melissa poser le sac à dos à côté d'elle, puis a regardé Grant s'éloigner. « Arrête là », a-t-elle dit quand les voitures ont disparu. Maya a fermé la vidéo. Avery est resté assise en silence avant de demander, savait-il que cette copie complète existait toujours? Il savait qu'elle avait été classée, a dit Maya. Il comptait sur le fait que le public ne verrait que la section qu'ils avaient publiée. Ce soir-là, l'équipe juridique de l'acheteur a reçu le rapport de métadonnées, la divergence du notaire, les fichiers horodatés de Daniel, la vidéo complète et la demande de règlement de 30%. Après avoir examiné les premières conclusions, ils ont convenu de ne pas retirer l'offre pendant que l'examen final était terminé. Une réunion formelle a été organisée pour le lendemain. Maya présenterait les résultats au conseil d'administration, à l'acheteur et aux 2 parties. Melissa et Grant avaient déjà été avertis que leurs revendications de propriété s'effondraient. Ils prévoyaient toujours d'y assister. Leurs avocats s'étaient éloignés de l'argument selon lequel ils avaient créé One Bag. Au lieu de cela, ils insistaient sur le fait que Melissa et Grant étaient les parents biologiques d'Avery, et que l'entreprise n'existerait pas sans l'expérience familiale qu'ils avaient fournie. Même après que les documents les aient trahis, ils croyaient que le sang pouvait leur donner l'autorité morale que les preuves leur avaient enlevée. À la maison, cette nuit-là, Avery a retiré le sac à dos bleu de la chaise de la cuisine. Elle l'a porté jusqu'à la porte d'entrée et l'a posé à côté de ses chaussures. « Je le veux dans la pièce demain », a-t-elle dit. J'ai regardé le tissu délavé, puis ma fille. « Es-tu sûr de vouloir parler ?» Avery a posé une main sur la poignée. « J'ai passé 10 ans à laisser des adultes expliquer ce qui m'est arrivé. La salle de conférence était plus petite que ce à quoi je m'attendais pour une réunion qui pourrait décider de l'avenir d'une entreprise de 32 millions d'euros. Les représentants de l'acheteur étaient assis d'un côté de la table, le conseil d'administration et les avocats de One Bag de l'autre. 2 journalistes avaient été admis sous des conditions strictes, et plusieurs membres de notre famille étaient assis près du fond. Daniel a pris la chaise derrière Avery et moi, sans essayer de se rapprocher. Avery a posé le sac à dos bleu par terre, entre nos chaises. Elle l'avait porté elle-même dans le bâtiment, une main enroulée autour de la poignée délavée. Pendant la majeure partie de la matinée, elle avait à peine parlé, mais elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air concentrée, comme si chaque année depuis le palais de justice l'avait conduite vers une phrase qu'elle était enfin prête à prononcer. Melissa est entrée avec Richard et 2 avocats. Grant est arrivé quelques instants plus tard avec Céleste. Aucun des parents biologiques n'a regardé le sac à dos. Ils ont regardé l'acheteur, le conseil d'administration et les journalistes. Maya a commencé sans drame.
Elle a expliqué que l'enquête n'avait trouvé aucune base valable pour la revendication de propriété de Melissa et Grant. Le soi-disant projet de transition familiale et de sécurité de l'enfant n'avait pas été créé avant le divorce. Ces dernières pages contenaient un langage, des diagrammes et une faute d'orthographe copiée d'un travail qu'Avery avait réalisé des années plus tard. Elle a montré la divergence du notaire, les sauvegardes datées de Daniel et l'historique de développement de OneBag. Elle a expliqué que la vidéo complète du palais de justice avait été conservée dans le dossier de tutelle original, et que le clip public diffusé par Melissa et Grant avait supprimé les moments les montrant abandonner Avery. Maya n'a pas eu besoin de décrire chaque euro qu'ils avaient envoyé, une seule page suffisait. Les virements s'étaient produits automatiquement, portaient une formulation juridique presque identique et n'avaient aucun lien avec les besoins réels d'Avery. Puis Maya a affiché la demande de règlement confidentiel, 30% de l'acquisition, le crédit public en tant que créateur du concept original, les droits sur le nom et l'histoire d'Avery, une exigence que je n'utilise jamais le mot « abandonner ». Et une exigence qu'Avery les appelle « maman » et « papa ». L'avocat principal de l'acheteur a fermé le dossier devant lui. Sur la base des preuves présentées, la revendication de propriété est rejetée. La transaction proposée peut se poursuivre une fois que les ajustements contractuels restants seront terminés. J'avais imaginé que cette décision apporterait un soulagement. Au lieu de cela, je n'ai ressenti que la pression de la main d'Avery dans la mienne. Gagner l'argument juridique n'avait pas effacé le fait que les deux personnes en face de nous croyaient toujours posséder quelque chose que les documents ne pouvaient leur accorder. Melissa s'est levée avant que son avocat ne puisse l'arrêter. Quoi que disent les papiers, je suis toujours sa mère biologique. Sa voix a porté clairement à travers la pièce. Elle a regardé les journalistes, pas Avery. Grant s'est penché en avant. Sans nous, il n'y aurait pas de fille, pas d'histoire, et pas d'application. La déclaration m'a frappé plus durement que le faux projet. Ils avaient perdu le droit de revendiquer le travail d'Avery, alors ils revendiquaient la propriété de son existence. Melissa a pointé du doigt de l'autre côté de la table, vers moi. Elle n'est pas sa vraie mère. C'est une femme seule qui a gâché 10 ans à élever l'enfant d'un autre. Ma chaise a raclé le sol alors que je commençais à me lever. J'avais passé des années à avaler des insultes pour empêcher Avery de se retrouver au milieu d'une guerre d'adultes. Cette fois, je ne pouvais pas rester silencieuse pendant que Melissa transformait l'amour en humiliation. Avery a resserré sa main autour de la mienne, puis elle l'a relâchée et s'est levée à son tour. La pièce a changé. Le bruissement des papiers s'est arrêté. Même Melissa a semblé surprise qu'Avery ait choisi de parler sans y être invitée. Avery a d'abord regardé Grant, puis Melissa. Quand j'avais 6 ans, je suis resté devant le palais de justice et j'ai compté les voitures. Sa voix a tremblé sur la première phrase, mais elle n'a pas baissé les yeux. Je pensais que maman avait oublié mon manteau et qu'elle revenait le chercher. Je pensais que papa cherchait une autre place de parking. Chaque fois que des phares bougeaient, je croyais que l'un de vous avait changé d'avis. Melissa a ouvert la bouche, mais l'un de ses avocats a touché son bras. Personne n'est revenu, a poursuivi Avery. Je ne comprenais pas que vos deux nouvelles familles avaient déjà décidé qu'il n'y avait pas de place pour moi. Je comprenais seulement que j'avais un sac à dos, et aucune idée de l'endroit où j'étais censé dormir. Elle s'est légèrement tournée vers moi. Elle a enroulé son manteau autour de moi. Elle a porté mon sac. Elle s'est assise au bord de mon lit quand je faisais des cauchemars, et est restée éveillée quand j'étais malade. Elle a travaillé des heures supplémentaires quand elle le pouvait. Et a renoncé à des heures quand j'avais besoin d'elle. Elle a appris à me coiffer, est venue à chaque réunion d'école, et a créé un système pour que je sache toujours qui venait me chercher. Ma vision s'est brouillée, mais je n'ai pas détourné le regard. Elle a mis fin à des relations avec des hommes qui me traitaient comme quelque chose de temporaire. Pas parce que je le lui ai demandé, je ne l'ai même su que plus tard. Elle ne m'a jamais dit que je lui avais coûté un mari, une carrière ou une vie meilleure. Elle ne m'a jamais appelé un fardeau. Avery s'est retourné vers Melissa et Grant. Vous avez dit qu'elle avait gâché sa vie à élever l'enfant d'un autre. Elle ne m'a jamais fait sentir comme l'enfant d'un autre. Grant s'est agité sur son siège. Cela ne change rien au fait que l'application existe à cause de nos circonstances familiales. Avery a hoché la tête une fois. Vous avez raison sur une chose. OneBag existe parce que je savais ce que ça faisait quand personne ne venait. Le silence dans la pièce est devenu absolu. Mais vous ne m'avez pas donné l'idée. Vous m'avez donné la peur. Il y a une différence.
Elle a posé une main sur la table. Maman m'a aidé à transformer cette peur en quelque chose d'utile. La liste de ramassage est venue des cartes qu'elle a faites pour moi. Le système de personne sur est venu de la façon dont elle s'assurait que je sache toujours qui arriverait. L'alerte d'urgence existe parce qu'elle a compris qu'être en retard de 7 minutes pouvait ressembler à être abandonné. Encore et encore. Le visage de Mélissa s'est durci au mot « maman ». Ne l'appelle pas maman devant moi. Avery est devenue plus calme. Elle s'est baissée, a soulevé le sac à dos bleu et l'a posé sur la table, entre eux. Le tissu semblait petit et usé sous les lumières vives de la salle de conférence. C'est ce que vous avez emballé quand j'avais 6 ans. Des vêtements pour une semaine, des médicaments, des dossiers scolaires et un papier attendant sa signature. Vous avez tout préparé, sauf une raison de croire que j'avais de l'importance. Mélissa a fixé le sac, mais n'a rien dit. Avery a posé sa paume sur sa surface délavée. Vous n'arrêtez pas de dire que vous m'avez donné la vie. C'est vrai. Mais quand cette vie est devenue gênante, vous l'avez laissée sur les marches d'un palais de justice, avec un seul sac à dos. Elle l'a ramassé, l'a ramené à la maison. Et a passé 10 ans à m'apprendre que la vie valait la peine d'être protégée. Ma respiration s'est coupée, mais Avery a continué avant que je ne puisse l'atteindre. Elle n'a jamais élevé l'enfant d'un autre. Elle a élevé sa fille. Puis elle a regardé directement la femme qui avait exigé d'être appelée sa mère. Vous avez dit que vous me trouveriez une autre famille. Vous n'en avez pas trouvé une pour moi. Elle en est devenue une. Elle est la seule femme que j'ai jamais connue comme ma vraie mère. Les lèvres de Mélissa se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Grant a fixé le dossier fermé devant lui. Ils avaient perdu la revendication de propriété, leurs documents avaient exposé leur plan, et maintenant, la fille qu'ils croyaient que le sang leur donnait le droit de posséder avait rejeté le seul argument qu'il leur restait. Je n'avais pas besoin de parler. Le représentant de l'acheteur a attendu qu'Avery s'assoie avant de confirmer que le processus d'acquisition reprendrait. Avery a demandé une condition supplémentaire avant la signature de tout accord final, Mélissa et Grant ne devaient recevoir aucun droit d'utiliser son nom, son image, son histoire d'enfance ou l'histoire de One Bag dans des interviews, des promotions ou des entreprises privées. Il ne possède pas l'application, a-t-elle dit. Il ne possède pas non plus ce qui m'est arrivé. Les avocats ont accepté d'intégrer la restriction dans les documents finaux. Quand la réunion s'est terminée, les gens se sont approchés de nous lentement, mais Daniel ne s'est pas précipité ni ne m'a prise dans ses bras. Il a attendu que la pièce se soit suffisamment vidée pour qu'Avery puisse respirer. Puis il a ramassé le sac à dos bleu et le lui a tendu. Veux-tu le porter, ou es-tu prête à laisser quelqu'un d'autre t'aider? Avery a regardé le sac, puis Daniel et moi. Elle a placé la poignée dans ma main. De son autre main, elle a pris celle de Daniel. Puis elle s'est tenue entre nous, alors que nous sortions ensemble. Les conséquences ne sont pas arrivées toutes en même temps, et aucune ne ressemblait à la punition dramatique que les gens attendaient après le discours d'Avery. Mélissa et Grant n'ont pas été traînés hors de la salle de conférence, et aucune foule n'attendait dehors pour les humilier. Ils sont simplement partis, sans l'argent, sans le crédit de propriété, et sans la fille qu'ils avaient supposé rester disponible chaque fois qu'ils décideraient de la réclamer. Maya a transmis le projet modifié, le tampon de notaire copié et les preuves judiciaires éditées aux autorités compétentes. Le processus a avancé lentement, mesuré en entretien, demande de documents et avis formels, plutôt qu'en spectacle public. Les avocats de Mélissa et Grant ont cessé de contacter l'acheteur une fois qu'ils ont compris que chaque nouvel argument créait un autre enregistrement de ce qu'ils avaient fait. La vie professionnelle de Mélissa s'est affaiblie en premier. Son travail dépendait de sa capacité à convaincre les clients qu'elle comprenait la confiance familiale, l'image publique et la responsabilité morale. Plusieurs clients ont mis fin à leur contrat après avoir appris qu'elle avait caché l'abandon de son propre enfant tout en conseillant d'autres familles sur leur réputation. Elle a publié une déclaration blâmant la désinformation, mais la vidéo complète du palais de justice et la demande de règlement avaient rendu cette défense impossible à soutenir. L'employeur de Grant l'a suspendu, tout en examinant s'il avait utilisé du matériel de l'entreprise ou des comptes financiers pour préparer la fausse réclamation. Sa licence professionnelle a également été mise sous examen. Il a écrit 2 fois à Avery, insistant sur le fait que le litige juridique était devenu plus important qu'il ne l'avait prévu, mais il se décrivait toujours comme un père qui avait fait des erreurs, plutôt que comme un homme qui avait essayé de racheter le titre avec l'argent de sa propre fille. Leur nouvelle famille ne pouvait plus rester en dehors de la vérité.
Richard a appris que Mélissa avait abandonné Avery, en partie parce qu'elle croyait qu'amener un enfant dans leur mariage menacerait la vie qu'ils construisaient. Céleste a découvert que Grant avait passé des années à dire aux gens qu'elle refusait d'accepter Avery, même s'il ne lui avait jamais sérieusement demandé de l'aider à créer un foyer pour sa fille. Leurs plus jeunes enfants ont commencé à demander pourquoi Avery avait été exclu des photos de famille, et pourquoi leurs parents avaient attendu qu'elle réussisse avant d'essayer de la revoir. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à imaginer ces conversations. Les enfants de ces foyers n'avaient pas créé les mensonges, et je ne voulais pas que la justice d'Avery exige l'humiliation d'un autre enfant. Mélissa et Grant avaient choisi leurs actions, les questions qui les attendaient à la maison étaient les conséquences de ces choix, pas des armes que nous devions aiguiser. Avery a bloqué leurs 2 numéros et a demandé à Maya que toute communication nécessaire passe par un avocat. Elle n'a pas annoncé qu'elle ne leur pardonnerait jamais. Elle a seulement dit qu'elle ne discuterait pas de pardon tant qu'ils éviteraient encore leurs responsabilités. Peut-être que je me sentirai différemment un jour, m'a-t-elle dit. Mais ce jour m'appartient. Ils n'ont pas le droit de le programmer parce qu'ils sont mal à l'aise. L'acquisition s'est poursuivie, avec des protections révisées. L'acheteur a confirmé que les actions d'Avery resteraient sous gestion indépendante jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge requis, et que personne ne pourrait utiliser son histoire personnelle sans autorisation écrite. Avery a également demandé qu'une partie de ses revenus établisse un fonds pour les enfants élevés par des grands-parents, des oncles, des tantes et des tuteurs non apparentés, qui avaient besoin d'une aide juridique, d'un soutien scolaire ou de soins d'urgence. Le fonds était son choix. Je n'ai pas suggéré le montant, contrôler les comptes ou accepter un titre qui impliquerait que j'avais créé One Bag. Les journalistes m'appelaient parfois la femme derrière l'application, mais je les corrigeais chaque fois que je le pouvais. Avery avait créé le produit avec son équipe. J'avais créé des cartes de ramassage pour une enfant effrayée, parce qu'elle avait besoin de savoir que quelqu'un venait. Pendant plusieurs mois, j'ai continué à travailler à la bibliothèque. Rien dans l'argent ne me donnait envie d'abandonner l'endroit où Avery avait dessiné pour la première fois, One Bag, sur du papier emprunté. J'ai terminé les projets que j'avais commencés, j'ai formé un autre responsable des opérations, et j'ai attendu que partir ressemble à ma décision, plutôt qu'à une réaction à l'attention du public. Quand j'ai finalement démissionné, je l'ai fait parce que je voulais du temps pour aider avec le fonds de prise en charge par la parenté, et découvrir à quoi ma propre vie pourrait ressembler, quand chaque heure n'était plus organisée autour de la survie. Daniel est resté proche, sans traiter la crise comme une opportunité. Il n'a jamais parlé aux journalistes de nous, n'a jamais utilisé le succès d'Avery pour promouvoir son magasin de réparation, et n'est jamais intervenu dans des conversations qui appartenaient à Avery et à moi. Quand j'ai eu besoin d'aide pour déménager des archives de One Bag dans un petit bureau, il a porté des boîtes. Quand Avery avait besoin de silence, il le lui a donné. Quand j'étais prête à parler, il a écouté, sans essayer de transformer ma douleur en une raison pour laquelle je lui devais de la proximité. 6 mois après la réunion dans la salle de conférence, lui et moi étions assis devant la bibliothèque, après la dernière session de sciences de l'année. Les lumières du parking s'étaient allumées, et à travers les portes vitrées, je pouvais voir Avery et des 2 plus jeunes élèves attester une alerte de ramassage. J'ai dit à Daniel ce que j'avais eu peur de dire, les gens ont passé des années à me dire qu'aimer Avery rendait ma vie plus petite. Parfois, je crains que commencer quelque chose de nouveau maintenant ne prouve qu'ils avaient raison. Comme si j'avais attendu d'être libéré de l'élever. Il a regardé Avery à travers la fenêtre avant de répondre. Je n'ai jamais pensé qu'aimer Avery rendait ta vie plus petite. C'est la première chose qui m'a montré à quel point ton cœur était grand. Je voulais le croire, mais une autre peur subsistait. Avery avait passé son enfance à apprendre que les adultes pouvaient construire de nouvelles relations et décider qu'elle n'y avait plus sa place. Je ne pouvais pas lui demander de faire confiance à Daniel pour être différent, simplement parce que je le voulais. Ce soir-là, je l'ai trouvé dans le bureau de One Bag, en train de placer le sac à dos bleu dans une armoire vitrée. Elle avait choisi de ne pas exposer les documents du tribunal ou la demande de règlement à côté. La seule carte sous le sac expliquait que One Bag avait commencé avec une enfant qui avait besoin de savoir qui reviendrait pour elle. J'ai besoin de te demander quelque chose, ai-je dit. Comment te sentirais-tu si Daniel prenait une plus grande place dans ma vie? Avery a fermé l'armoire et s'est tourné vers moi. Le veux-tu? Oui. Mais je ne veux pas que tu sentes que quelqu'un prend ta place. Son expression s'est adoucie, avec une tristesse qui appartenait à l'enfant qu'elle avait été et à la jeune femme qu'elle était devenue. Tu as passé 10 ans à prouver que je méritais une famille. Tu n'as pas à passer le reste de ta vie à prouver que tu peux vivre sans une.
Nous n'avons rien précipité après cela. Daniel et moi avons fait des promenades, partagé des dîners et laissé la confiance grandir, sans prétendre qu'une conversation honnête pouvait garantir un avenir. Avery a observé ce qu'il faisait plus attentivement que ce qu'il promettait, et Daniel a compris pourquoi. Un vendredi soir, il est venu chez nous, apportant une miche de pain et une lampe réparée du bureau de One Bag. Je mettais la vieille table de la cuisine quand Avery est entré, son téléphone à la main. J'ai mis à jour le compte de test, a-t-elle dit. Elle a posé l'écran à côté de mon assiette. Le profil One Bag montrait maman comme Joan Keller, personne sûre comme Daniel Mercé et maison comme ici. Sous la liste, une notification est apparue, vos personnes sûres sont déjà avec vous. Daniel l'a lu, puis a regardé Avery. Suis-je autorisé pour le ramassage, ou seulement pour la réparation de lampes d'urgence? Tu es en probation, a-t-elle dit, mais elle souriait. Je me suis tourné vers la table et je me suis arrêté. 3 assiettes attendaient sous la lumière chaude de la cuisine. Pendant des années, j'avais cru que protéger Avery signifiait garder la porte fermée à quiconque pourrait me demander de choisir. Maintenant, je comprenais qu'un foyer sûr ne se mesurait pas seulement à qui en était tenu à l'écart. Il se mesurait aussi à savoir si les personnes invitées à l'intérieur comprenaient que l'amour n'exigeait la disparition de personne d'autre. Le sac à dos bleu est resté dans le bureau de One Bag, non plus caché derrière des vêtements d'hiver. Il marquait l'endroit où un enfant avait été rejeté, mais il marquait aussi le moment où elle avait été choisie. Mélissa avait un jour promis de trouver à Avery une autre famille. Elle ne l'a jamais fait. Elle s'est simplement éloignée, assez longtemps pour que nous en devenions une.